C'est la fin. Non mais moi je suis trop triste, c'est la fin des vacances les gars, punaise. On a passé tout l'été ensemble à écouter des remixes géniaux de nos épisodes et puis on va déjà de nouveau devoir se retrouver au studio. Et on peut finir ces vacances en beauté. En alors, écoutant, moi je propose Cédric Villani. On n'a jamais recruté nos invités sur casting. Hein. Jamais. À propos de beauté, enfin pas physique en tout cas. Oui. Qu'on se le dise. Et alors là il va très mal le prendre puisqu'en fait c'est le remix de l'épisode de Cédric Villani. Merci les gars. Non, ça n'a rien à voir. Ah, on s'est mis dans quoi là? Super, bravo. T'as une araignée au plafond toi Alors ou quoi? sachez mes bons amis que l'été dernier nous terminions nos vacances et nous reprenions à cette période de rentrée quasiment avec justement l'épisode de Cédric Villani. Pourquoi est-il important de le réécouter cet été avec nos remixes et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors avec Cédric Villani, vous en doutez, on a parlé d'intelligence artificielle et évidemment, puisqu'on était à l'été 2023, d'intelligence artificielle générative. Et avec quelqu'un qui fait quand même sacrément référence sur le sujet. Bah oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Allez, je t'en cite quelques petites affaires qui sont passées depuis, mais allez, vas-y. On verra que Cédric avait tout vu arriver finalement. Bon, première chose quand même assez marquante, je trouve, un nouveau rapport sur l'IA. Cédric Villani avait été l'auteur du premier rapport en France sur l'IA en 2018. Et puis là, la commission IA nommée par le gouvernement et dont on a reçu sa coprésidente Anne Bouvreau. Vous pouvez réécouter, c'était le dernier épisode d'ailleurs juste avant nos remixes, a remis un nouveau rapport qui préconise d'ailleurs d'accélérer et de faire de l'IA un véritable actif économique de la France et plus largement Oui, de l'Europe. c'est ça. C'est que les recommandations du rapport Villani étaient déjà dans la droite ligne de ce que l'on recommande encore aujourd'hui, mais dans des proportions encore plus importantes. Ouais, exactement. Ouais. Ça a servi de socle. Tout à fait. Ouais. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On était très ChatGPT oriented à la rentrée et puis là on a eu une petite émergence quand même. Du côté français, non, on peut pas. Une émergence, une petite émergence. Émergence, merci. Toi, t'étais immergé dans l'eau tout à l'heure. C'est pour ça que une émergence. Et je compte bien y retourner. Donc Mistral, on est encore dans le vent là. Bien évidemment. Mistral, QTI. Mistral et QTI, H aussi. Ouais, exactement. Il y a eu pas mal d'acteurs français. L'écosystème français se bagarre là. Ouais, exactement. Alors donc c'est plutôt bon signe, mais il y a aussi une concurrence plus globale qui s'est développée depuis. Donc c'est pas que ChatGPT, avec les questions que ça pose sur l'utilisation de ChatGPT dans les entreprises, mais aussi l'empreinte carbone de l'utilisation des IA et des IAG à tout crin. Et puis il y a eu aussi l'AI Act, les amis, qui est entré en vigueur et au 1er août de cet été. D'ailleurs, les amis, la première partie de l'AI Act, donc les entreprises publié au journal officiel, exactement, ont 6 mois pour se mettre en conformité avec les premières règles, notamment donc sur ce qu'on appelle les IA à haut risque. On est passé très très vite sur l'impact environnemental, on n'en a pas parlé tant que ça avec Cédric Villani, mais alors ça va être un gros sujet qui va nous occuper dès la rentrée. Vous aurez des épisodes sur ce sujet-là, ça nous tient à cœur. Y compris l'impact de l'IA sur le travail, effectivement. On a plein de très très beaux invités pour la rentrée, donc effectivement c'est le dernier remix, mais surtout stay tuned pour la rentrée. Les 3 étapes qui vous attendent dans cet épisode de Cédric Villani. 1, la définition de l'intelligence artificielle. Oui, ça peut paraître un petit peu commun comme ça, mais quand on a Cédric Villani sous la main, excusez-moi mesdames et messieurs, on lui pose quand même la question de la définition et surtout de sa définition. Ensuite, le rôle de l'IA dans la société et les politiques publiques. Finalement, comment l'IA doit imprégner les stratégies publiques, entre autres, et la politique. Et 3, le retard de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine en matière d'IA, vieille lune évidemment, serpent de mer, enfin ce que vous voulez, on se pose la question systématiquement et là il y a pas mal de choses à nous raconter. Il y a 2 chroniques magnifiques, mais penses-tu le patch tech de Fabienne Bia qui revient sur les femmes et la tech, sujet aussi très récurrent chez le patch tech, c'est pour se rafraîchir sans pépin. Une bonne patch tech. Peut-être qu'il y a un pépin là. Et la tech entre les lignes de Louis de Diesbach, on anthropomorphise l'IA et ça je vous invite à le répéter plusieurs fois ce soir sous la douche, vous verrez c'est pas si simple. On anthropomorphise exercice de prononciation. L'IA, exactement, exercice de prononciation et chronique hyper intéressante. On vous souhaite un bon dernier remix, de bonnes fins de vacances et on vous dit à très vite pour la rentrée. Bonne écoute. French Tech, esprit critique pour tech éthique. La révolution de l'IA a certainement déjà eu lieu. Et il y a plusieurs années. Mais c'est avec ChatGPT qu'elle a éclaté au grand public. Voilà plusieurs mois déjà que la déferlante est arrivée. Mais le débat ne semble pas toujours très objectif. Alors il faut comprendre. Du coup, pour démarrer, j'ai envie de te poser la question, Cyril. La question qui est certainement la plus difficile. Quelle est ta définition de l'IA ?
Plutôt à Cédric. Cédric, parce que je suis pas sûr. Cédric. Toute ma vie, on m'a appelé Cédric, alors... C'est un juste retour des choses. Mais peut-être que tu méritais de t'appeler Cédric après. Alors, exactement. La définition de l'intelligence artificielle, écoute, ça a été le premier choc pour moi, mathématicien, qui a besoin de définir un peu tout, que de comprendre très tôt dans l'instruction de mon rapport pour le gouvernement qu'on pouvait juste pas donner de définition. Quelle que soit la définition que tu essaies de mettre sur pied, tu trouveras des contre-exemples. Ma définition de travail, celle que je vais proposer, celle que j'utilise moi-même, intelligence artificielle, c'est toute technologie capable d'automatiser des tâches que l'on croyait réservées à l'humain et qui vient avec un élément de surprise, de recherche. On voit que c'est pas une vraie définition parce qu'elle est super subjective. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une tâche qu'on croyait réservée à l'humain? Qui c'est qui croyait? Il n'y a pas vraiment de définition là-dessus. Mais que ce soit bien clair, on ne parle d'intelligence artificielle que quand il y a un élément de surprise, de recherche, d'inconnu. Quelque chose qui marche, déjà, on l'appelle plus de l'intelligence artificielle. Je vais prendre des exemples bien classiques. Prenons la recherche automatique sur Internet avec Google ou Bing ou Ecosia ou ce que tu veux comme moteur de recherche. Bon, ça effectue une tâche qu'on aurait cru réservée à l'humain dans le temps. Trouver quelle est la bonne référence, quel est le bon papier. Dans le temps, on aurait demandé au professeur ou on aurait demandé au bibliothécaire, voilà, indiquez-moi quelle est la bonne source. Aujourd'hui, on a un truc qui fait ça automatiquement. On peut savoir ou pas qu'au départ, l'algorithme de Google qui a révolutionné ça, il reposait sur le concept de marche aléatoire sur un graphe orienté. Mais peu importe, il s'agit de l'automatisation d'une tâche qui était réservée à l'humain, c'est de l'IA. Mais qui aujourd'hui va dire, regardez, mon moteur de recherche, c'est de l'IA? Personne. On est passé à autre chose. Et aujourd'hui, en plus, on a l'impression d'un bond en avant. Tu parles de Google, des moteurs de recherche, mais peut-être certains, en tout cas dans la salle, on s'en souvient tous, de l'ère Yahoo. Et l'ère Yahoo, ça nous a fait passer de l'ère de la bibliothécaire à l'ère de Google. Et aujourd'hui, en plus, on a l'impression d'une nouvelle ère dans l'accès à l'information, d'une nouvelle ère dans l'accès aux données grâce à l'IA, avec l'application ChatGPT. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que toi, tu l'avais vu venir? Et est-ce que c'est véritablement une révolution, finalement? D'abord, à toutes tes questions, ça sera des oui et non. Mais d'abord, je sens qu'on va passer un bon podcast. Ouais. Alors pour ce qui est de ce que c'est un vrai saut, la réponse est oui. Il y a eu le moment, hein, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, le moment où quand on trouvait une page web intéressante, on l'a marquée avec un signet, on l'a mis dans les favoris pour être sûr de la retrouver après. Bon. On le fait plus parce qu'on sait bien qu'on la retrouvera en quelques clics et tout ça. Donc il y a eu un vrai, et puis il y a eu un vrai saut. Et puis on a vu, peut-être tu te souviens de l'époque où on cherchait sur Alta Vista et où c'était le top du top en matière de métamoteurs de recherche. Les métamoteurs, c'était génial. C'était énorme. Métamoteurs de recherche. Bon. Donc ça, il y a eu des sauts et on n'y pense plus maintenant. Le moteur de recherche, on l'utilise comme ça, sans même y réfléchir, sur son smartphone, sur son ordinateur, peu importe. Mais là, effectivement, maintenant, ce que ChatGPT nous donne, c'est une sorte de synthèse plausible de ce qui se dit sur le web, sur un certain sujet. C'est plus, voici les 10 premières pages, c'est, voilà, un texte qui reprend ce que j'ai trouvé sur les 10 premières pages ou les 100 premières. Je vous dis pas exactement où, mais voilà un texte qui me donne un peu le bruit, le tam-tam de ce que dit l'Internet de ta question. Ça parle de Platon, ça parle des bisounours, ça parle de Sébastien Tellier ou de ce que tu veux, mais quel que soit le sujet que tu donnes, ça va te fournir une sorte de dissertation là-dessus. Bah oui, c'est un peu comme dans le temps, tu allais voir un érudit et tu lui demandais qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, et il te dit ouais, j'ai entendu dire ça, ceci et ça, etc. C'est un discours plausible. Aujourd'hui, le discours plausible, ChatGPT te le fournit. Ah oui, alors Est-ce justement. que ça change la donne? Ouais. Est-ce que ça change la donne? La réponse est oui. Est-ce que j'avais vu venir? La réponse est non. Qui l'avait vu venir? Pas grand monde. Et en vrai, l'IA, depuis le début, ça passe son temps à venir en coup de théâtre. Ah, on sait faire ça finalement. On sait faire ça. En plus, en différé, parce que ChatGPT, c'est pas une nouvelle technique qu'ils ont inventée, une rupture technologique. La rupture, elle est arrivée vers... Cédric, c'est exactement ce que j'allais dire, puisque il y a quelques chroniques avant, on a eu une chronique sur les perroquets stochastiques. C'était un papier de Google de 2021 qui mettait en avant les risques associés au large language model, donc aux modèles qui sont derrière ChatGPT. Donc, quelque part, c'était déjà là, en fait. On le voyait déjà arriver, mais ça a pris tout le monde par surprise quand même.
Ouais, et effectivement, c'était un peu avant, dans les années 2017-2018, que les ingénieurs de Google se lancent dans ces grands modèles de langage, comme on dit maintenant. Alors, LLM, c'est devenu un mot-clé, un mot branché, en entendant, ouais, le LLM, un peu comme avant, on disait, ouais, le deep learning, voilà, c'est ODL. C'est dans les mots trendy de la tech, quoi. Dans les mots trendy de la tech. LLM pour grand modèle de langage. Bon. Et c'est vers 2017-2018 qu'ils se sont lancés là-dedans. C'était un article sur le lancement des transformers, comme on les appelait maintenant. Ouais. C'est un petit papier d'une dizaine de pages peut-être. Attention is all you need. C'est ça. C'était l'article publié par ces ingénieurs de Google. Tous, je sais plus, ils sont 7 ou 8 auteurs peut-être, ils sont tous quittés Google depuis pour fonder leur propre boîte liée à l'intelligence artificielle, en se disant qu'ils seraient plus à l'aise à voler de leurs propres ailes dans leur petite structure agile plutôt que dans l'énorme paquebot qui est devenu Google, et ou peut-être échaudés par le fait que même si eux, ils ont été chez Google les premiers à donner au monde l'idée de ces modèles Transformers, finalement, ce sont d'autres qui ont tirer les trésors du feu, hein. D'autres qui ont récupéré la mise avec OpenAI. Ouais, absolument. J'aimerais revenir un instant sur ta définition de l'IA que tu nous as gentiment partagée sur cette logique d'automatisation. Là, on parle d'automatisation de la gestion des connaissances. Depuis tout à l'heure, quand on parle de moteurs de recherche, de documentalistes, etc., quelque part, peu ou prou, on est dans cette gestion de la connaissance, qu'elle se situe à un niveau micro au sein, par exemple, d'une entreprise, ou à un niveau macro, c'est-à-dire celle de la société, voire d'une civilisation. La grande différence entre l'automatisation de la précédente révolution industrielle, qui était celle de l'automatisation du muscle. Toi, dans ta définition, tu nous dis, semble-t-il, la grande différence, c'est cette part de surprise qu'elle nous réserve. Cette automatisation de la gestion de la connaissance avec une part de surprise. Et tu fais le parallèle tout à l'heure, peut-être un peu surprenant pour certains qui nous écoutent, avec l'érudit. Est-ce qu'il y a une vraie différence à considérer ChatGPT comme l'érudit d'hier, comme l'oracle en quelque sorte, ou pas? Parce que cette part de surprise, c'est bien cette zone d'ombre, d'une certaine manière, qui inquiète aujourd'hui, non? Là encore, ça va être un oui et non. Oui, ça ressemble à l'érudit d'avant. Il y a eu un temps où on pouvait avoir des vrais érudits qui avaient tout lu, qui parlaient un peu toutes les langues en cours. C'est juste plus possible parce que d'une part, le volume des connaissances a cru exponentiellement et dans n'importe quel domaine, on en sait aujourd'hui 10 fois plus qu'il y a 10 ans ou quelque chose comme ça et ça ne cesse de croître. Et d'autre part, il y a énormément de nouveaux acteurs qui sont venus dans le jeu. Je veux dire, maintenant, il y a toutes les c'est pas les langues des peuples premiers ou du savoir artisanal de tel ou tel pays, tel ou tel peuple qu'on considérait même pas avant comme du savoir légitime ou intéressant. Donc tout ça, ça fait quelque chose de juste gigantesque. Et donc ChatGPT ou ses concurrents, ils sont à la hauteur de cette nouvelle réalité. Ils parlent des centaines ou peut-être des milliers de langues, ChatGPT, ce que ne faisait aucun des meilleurs érudits polyglottes. Il a même des notions. Mais avec pourtant un corpus sur lequel il s'appuie qui est loin d'intégrer toutes ces langues et toutes ces facettes de cette société aussi largement que ça. Qui les intègre toutes, mais de façon très inégale, je dirais plutôt, qui donne une importance disproportionnée à certaines langues et un peu à d'autres. Mais par exemple, ChatGPT, il a des notions même de l'elfique de Tolkien. Hein. Un de mes collègues matheux a même découvert, à sa grande surprise, qu'il parlait un peu de cobayen. Le cobayen, c'est la langue créée par le groupe Magma dans les dernières décennies. Bon. Et pour lequel il n'existe aucun dictionnaire, aucun corpus vérifié. Pourtant, ChatGPT, il a des notions. Il arrive, si tu lui donnes un texte en cobayen, il te le traduit en français. Donc, il y a quelque chose de fascinant sur l'ampleur. Maintenant, là où tu ne peux pas faire la comparaison avec l'érudit, c'est que l'érudit, même si tu allais le consulter pour sa grande mémoire et ses grandes connaissances, tu savais que c'était un être de chair et de sang, avec ses émotions, avec de l'éthique, on l'espère. Il allait peut-être donner certaines informations et pas d'autres. Il voulait ton bien quand tu le consultais, peut-être. On n'y a rien de tout ça derrière ChatGPT. ChatGPT ne veut ni ton bien ni ton mal, il veut juste faire donner de l'argent à ses employeurs. Et il y a un côté complètement désincarné qu'il faut pas du tout oublier. L'IA, si habile soit-elle à nous faire croire qu'il y a de l'intelligence derrière ces réponses remarquables, c'est juste pas de l'intelligence.
Merci de le rappeler. Oui, merci de le rappeler. C'est vrai, quand on parle d'IA, on parle d'intelligence artificielle et donc forcément, on arrive à faire le lien implicite, explicite entre le fait que les réponses qu'ils nous donnent sont des réponses intelligentes. Or, comme on le répète assez souvent, c'est plutôt des perroquets stochastiques qui répètent ce qu'on leur donne à boire ou à manger. Alors, maintenant, voilà, là où je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que une des grandes leçons de ces dernières décennies, mais en particulier dernières années, c'est qu'une machine peut avoir l'air intelligente, même si elle n'est que perroquet, super stochastique. Finalement, c'est bien plus facile d'avoir l'air intelligent qu'on ne croyait. Même chez les humains, il y a des protégés. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont l'air intelligents, en fait, pas du tout. Non, mais il y a des humains qui sont très forts. Hein. On a peut-être déjà rencontré des gens qui sont là, qui t'alignent les mots-clés, des trucs ronflants. Tu les écoutes une première fois, tu te dis bon sang, c'est un génie ce gars-là. Une deuxième fois, tu dis c'est bizarre, je suis pas sûr que ça ait du sens. Et une troisième fois, tu dis ça a vraiment aucun sens. C'est vrai. Mais alors, du coup, ce qui est super intéressant, et ce que tu pourrais nous éclairer, c'est que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire un peu tout et n'importe quoi à ChatGPT, et effectivement, il est capable de nous répondre avec autant d'aplomb sur des choses fausses que sur des choses vraies. Mais selon toi, au fait, qu'est-ce qui seraient les applications de l'IA les plus marquantes, ou du moins, quelles sont celles qui pourraient ou qui déjà changent le monde? Parce que au-delà de poser des questions idiotes, c'est comment est-ce qu'on essaye de rendre les choses un peu intelligentes? Alors, selon ce que tu englobes dans IA, il y aura des réponses différentes. Tu vois, si je te dis que si on admet que moteur de recherche c'est de l'IA, ben on va dire que déjà ça a changé le monde, notre rapport à l'information, très quotidiennement. Même quand tu as un discours à faire, un cours à préparer, n'importe quoi, tu vas consulter, vérifier ici et là. Non, mais là, on veut ta vision d'innovateur. Tu vois, dans les applications un peu récentes, voire celles qui pourraient arriver dans les mois ou années qui viennent, si tu sais nous en révéler. Non, mais moi, je suis têtu, je vais continuer mon petit fil et commencer par en mettre sur un autre auquel on pense rarement comme étant de l'IA, mais qui change et qui a été une révolution dont on s'est pas rendu compte. Sont les applications de chemin automatique, hein, celles qui te disent, je sais pas, pour aller depuis le GPS, mais même au-delà du GPS qui est le mécanisme physique qui te permet de dire où tu es, l'application qui automatiquement te dit ben voilà, pour aller de Montmartre à d'Enfer, je vais prendre tel chemin, ou pour aller à Bourges, ou pour aller dans telle ville inconnue d'Allemagne que je connais pas. Ça, c'est un vrai changement, même c'est une révolution en matière de transport, encore relativement peu exploitée. Avec des effets de bord. Pour quelqu'un qui voyage beaucoup, débarqué il y a quelques années dans, je sais pas, à Tokyo ou dans une ville où tu n'as jamais mis les pieds, dont tu parles pas la langue, comment tu faisais pour te repérer? Ben, t'as pris un taxi. Aujourd'hui, l'appli, elle te dit exactement quel bus prendre, elle te dit au mètre près à quel arrêt aller, elle te dit quand est-ce que ça va se faire, etc., etc. Il y a un changement de donne complet par rapport à ça. Ça, c'est de l'IA aussi, même si aujourd'hui, on ne pense plus comme l'IA parce que ça marche tellement bien qu'on l'a intégré ou pas. En tout cas, on sait que ça marche. Quotidien. Alors maintenant, je vais te prendre l'IA du moment, celle dont tout le monde parle, le buzz, les fameux LLM ou les grands modèles façon ChatGPT, ou les générateurs d'images aussi, les DALL-E, Midjourney, etc. Bon, donc ces générateurs de texte, générateurs d'images, chaque fois qu'il y a un sujet autour de nous qui fait appel à, je peux pas me dire, engendrer un texte ou engendrer une image, ça va changer la donne. Et les cas d'application, ça peut être des myriades de choses. Tu lances ton ONG, tu as besoin de trouver un logo frappant, il y a encore quelques années, tu allais demander à un graphiste, tu soumettais quelques images, quelques sketchs, il venait te soumettre le truc, il y avait etc., etc. Et comme ça, tu faisais avec le graphiste ton logo. Aujourd'hui, tu te mets en ligne avec DALL-E par exemple, et puis tu essayes le prompt jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te satisfait. Tu en discutes avec ton associé, tu le refais. Il y a certains diraient une ubérisation, enfin en tout cas un court-circuit de la chaîne habituelle. On entend beaucoup des applications dans la santé aussi, dans la santé, dans l'écologie. On attend aussi l'IA sur ces domaines-là, qui vont être des domaines extrêmement transformants pour l'humanité. Alors, en matière de santé, pour le coup, la révolution, pour le moment, c'est ni Midjourney ni ChatGPT. Non. Ça se peut que ça joue un rôle, mais je vais y revenir. Mais sont d'autres techniques d'IA, pour le coup, essentiellement basées sur de l'apprentissage statistique, et qui donnent des performances remarquables en matière de diagnostic automatique, en matière de dépistage ou de petits signaux faibles pour détecter telle épidémie ou telle pathologie, en matière d'accompagnement des soins des fois, mais en tout cas,
c'est certainement le domaine dans lequel l'IA a eu les applications les plus spectaculaires en matière de possibles. C'est ça, parce que ça, pour le coup, c'est déjà bien ancré et bien à l'œuvre, bien plus que les LLM qui ont récemment éclaté. Ça fait moins le buzz. Oui, c'est bien plus au point, je dirais, bien plus ancré, c'est un peu anticipé, parce que le temps que ça vienne et descende dans les pratiques, il faut encore un certain temps, mais c'est très au point. Et pourquoi je dis c'est pas les LLM? Parce que d'abord, les LLM, comme tu l'as bien dit, ça distingue pas entre le vrai et le faux, ça te raconte des histoires plausibles, mais ça a le même sens de la réalité qu'un gamin qui te parle de son ami ourson qui est venu, etc. Voilà, et tout et tout. Mais et t'as pas envie donc et ça n'a pas été fait pour être fiable, les LLM. En revanche, et donc tu vas pas l'utiliser pour diagnostiquer un cancer ou guider le geste d'un chirurgien. Wow. Mais c'est pas fait pour être fiable. LLM, mais il faut que les gens l'entendent. C'est pas fait pour être fiable. T'as quand même un avocat aux États-Unis qui a plaidé sur une jurisprudence qui était totalement fausse, sortie par ChatGPT. Il faut que vous entendiez ça. Ce n'est pas fait à la base pour être fiable. C'est pas la promesse originale. C'est un résultat plausible, mais pas forcément. Bien sûr. C'est un résultat plausible. C'est un beau parleur. C'est un beau parleur, mais qui est pas fait pour être fiable. Et peut être très utile pour autant. Exemple d'application du LLM, j'ai une disserte à faire. Je regarde quelles sont les idées que brasse ChatGPT. Alors, si je recopie son contenu, c'est que vraiment, non seulement je cours le risque de me faire taper sur les doigts parce que il peut y avoir des fautes énormes qui sont dedans, mais en plus j'ai progressé que dalle. C'est pas comme ça que je vais tirer profit de mon enseignement. En revanche, si je regarde ce qu'il y a, est-ce que je dis, ouais, là, ça, c'est une bonne idée, ça, j'admire, ça, je vais essayer de récupérer, ça, je vais améliorer, ça, c'est faux, je le jette. Comme quelqu'un qui vient soumettre un premier brouillon et qu'ensuite, par-dessus, tu le ratures, tu le perfectionnes, tu mets un point d'honneur à rendre à ton prof une copie qui est meilleure que celle fournie par ChatGPT, ça, c'est légitime. Ou tu es avocat, tu vois que ChatGPT te fournit des jurisprudences qui ont rien à voir avec quoi que ce soit, mais une image forte, tu dis, mon client, c'est que le même drame que telle ou telle affaire célèbre, et tout ça, tu dis, oui, là, il y a quelque chose, peut-être que je peux exploiter cette image, voilà. Il te file plein d'idées, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont des conneries, à toi de trier lesquelles sont intéressantes ou pas. Alors, attends, nous, tu sais, on a des gens pour nous aider à trier les idées. Oui. C'est nos chroniqueurs. Et notamment une chroniqueuse qui s'appelle Fabienne Bia et qui revient nous parler dans son Patch Tech. C'est le Patch Tech. Alors, aujourd'hui, Fabienne, tu vas nous parler des femmes et de la tech. En effet, car on m'interroge souvent, pourquoi vouloir à tout prix une parité dans ce secteur? Cette antienne sur les réseaux sociaux semble toucher essentiellement les communautés féminines et est néanmoins le reflet d'une culture. Des combinaisons des astronautes calquées sur les dimensions masculines, aux mannequins de crash test moulés sur des hommes de 76 kilos qui font que les airbags sont du coup inadaptés pour les femmes, sans oublier les ceintures de sécurité qui ne sont pas adaptées, et les médicaments qui peuvent avoir un effet délétère. Les hommes créés tout naturellement à leur image, s'appuyant et s'inspirant de leur morphologie, de leur métabolisme, leurs besoins. Et cela concerne aussi toute la technologie numérique, car les algorithmes des machines sont conçus à 88% par des hommes. Je vous ai pas encore parlé des smartphones, qui ont des dimensions trop grandes, complexifiant sensiblement l'usage. Des connotations genrées jusqu'au libellé des services tech. Par exemple, savez-vous ce que signifie Siri? Siri est un mot norvégien signifiant « femme magnifique qui vous mène vers la victoire ». Dans la perspective de 2030, 85% des métiers seront liés au numérique. En 2021, 23% de femmes ingénieures et en 2023, 17%. Le langage informatique est écrit, codé, développé par la jante masculine. On modélise de nouveaux systèmes, mais avec tous les biais de genre, on reproduit des modèles déjà stéréotypés. Alors, la question que nous devons nous poser est, l'avenir doit-il appartenir à seulement une femme sur 4 ? Waouh, le constat est affligeant et nous avons déjà eu dans quelques épisodes chez Trench Tech. Cependant, tu observes une vraie disparité entre les pays développés et ceux qui le sont moins. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît ? Absolument. Alors, abordons le sujet sous l'angle socio-économique, pour comprendre comment cela se joue à l'échelle internationale. Plus un pays est développé, moins les femmes font d'études scientifiques, versus les pays où les inégalités sont les plus marquées entre les femmes et les hommes sont ceux aussi où les étudiantes sont le plus nombreuses à être diplômées dans les domaines des sciences. Aux États-Unis,
8% des diplômés de sciences informatiques sont des femmes. En Algérie, où 15% des femmes travaillent, elles représentent 41% des diplômés dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Seuls quelques pays d'Amérique latine arrivent à des chiffres similaires, 47,5% au Pérou et 41,7% à Cuba. Ah ouais, quand même! Tu peux nous en donner les raisons? Oui, les femmes des pays les plus inégalitaires suivent davantage d'études scientifiques afin de s'assurer d'une carrière stable et d'un salaire lucratif. En 2015, en Europe, les écoles d'informatique se sont interrogées sur ce déséquilibre. Les causes et les résolutions sont multiples, mais le fondamental est universel. C'est au sein de la famille et de l'école que s'opère la valorisation des talents. 56% des lycéennes sont intéressées par l'informatique et le numérique, mais elles ne sont plus que 37% à envisager de s'orienter dans ces filières versus 66% de garçons. 22% des jeunes femmes ne choisissent pas ces parcours en raison de l'hégémonie masculine. Certaines parviennent néanmoins avec détermination à aboutir leurs études malgré le manque de représentation féminine à tous les niveaux. Mais là encore, rien n'est gagné. Dans les 10 ans qui suivent leur activité dans l'IT, les femmes, pour moitié, quittent leur job. Pour autant, 72% des femmes ingénieurs n'ont jamais connu de période de chômage depuis le début de leur carrière. Mais alors, on fait comment pour s'améliorer sur ce point? J'ai constaté que l'action de Sophie Vigé, directrice pour l'école 42, et celle de Chloé Hermary, qui est déjà passée sur Trench Tech avec Ada Tech School, reçoit des résultats très satisfaisants. 70% de femmes dans les promos. Et cela commence par une communication adaptée qui n'est pas basée sur des codes très masculins de recrutement. Ainsi que le souligne Laurence de Villers, le monde numérique sollicite aussi la sociologie, la philosophie, l'économie, qui donnent du sens au domaine de la technologie, dans la perspective du progrès et de la novation. Or, cela converge avec cet indicateur. 73% des femmes cherchent des domaines à fort impact contre 50% des hommes. Les entreprises doivent s'assurer que les équipes travaillent sur des solutions concrètes pour résoudre de vrais problèmes. Le secteur du numérique représentait 7,5% du PIB en 2022 et malgré un ralentissement en 2023, il repart à la hausse. Le marché de l'informatique est l'un des rares où l'offre est supérieure à la demande. Avec ces perspectives de développement, le numérique ne peut pas s'enorgueillir d'entretenir un ghetto de genre. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Oh, et bien un Patchtech qui ne rafraîchit pas sur ce coup-là. Il pose les bons problèmes. C'est un sujet les récurrent. Bons pépins récurrents, ouais. Je vais dire un mot pour dire à quel point la chronique a tapé dans le mille et combien le sujet est majeur. Et les exemples qui étaient choisis sont des exemples que j'ai eu l'occasion d'étudier, qui tapent dans le mille aussi. Et il y a première chose que je vais rajouter, c'est un sujet à part entière, la question de l'égalité de genre dans les sciences et la technologie en particulier. Il y a des universitaires qui étudient ça en long et en large, en particulier Isabelle Collet, qui est basée en Suisse et qui est l'une des grandes expertes là-dessus. En deuxième, le principal obstacle pour le résoudre au niveau d'une école, au niveau d'une institution, c'est vraiment de le vouloir. À partir du moment où on le veut, il y a des exemples dans lesquels le redressement est spectaculaire. En quelques années, on passe de genre 15% à genre 40% de recrutement. On a vu ça avec l'Ada Tech School d'ailleurs de Chloé Hermary. Oui, 70% de femmes à l'Ada Tech School. Hein. Oui. Voilà, encore plus que les autres exemples que j'avais en tête. Et donc l'entrepreneur Aude de Thuin a lancé un projet spécifiquement sur ce thème qui s'appelle Systémique, dont je suis l'un des conseillers scientifiques. Et on a organisé il y a quelque temps au Palais de Tokyo un colloque, une journée entière qui est entièrement consacrée à cette question-là. Question du manque de jeunes femmes dans les domaines de la tech. Et un colloque dans lequel participaient des universitaires, des spécialistes de statistiques, des entrepreneurs d'entreprise, qui est un sujet qu'il faut aborder frontalement. Alors merci pour cette rédaction, pour cette réaction, Cédric, sur la chronique de Fabienne. Mais moi, j'ai un grand secret à vous révéler. Je suis sûr que vous n'êtes pas prêts. Faut voir. Attendez, non, c'est une révélation de fou. La France et l'Europe sont encore à la bourse sur une bataille tech. Voilà. On ressort les clichés. Sur l'IA, le leadership semble une nouvelle fois nous avoir échappé. Pour aller, je vous le donne dans le mille.
Je sais pas, moi. Aux États-Unis et en Chine. Cela se vérifie sur toutes les strates du cycle de vie, depuis le matériel, avec notamment Nvidia, en situation de quasi-monopole sur les processeurs qui motorisent les IA, que sur les algorithmes les plus avancés. On a cité à plusieurs reprises OpenAI, par exemple, qui est l'inventeur de ChatGPT ou de DALL-E. Bon alors Cédric, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France et l'Europe semblent à nouveau avoir laissé filer une belle occasion de rayonner? Pourquoi on n'arrive pas du tout à s'imposer à l'échelle mondiale sur des sujets technologiques? D'abord, j'ai apporté une toute petite nuance au constat terrible que tu viens de donner. Le constat un peu terrible, j'avoue. Ouais. Il y a une strate sur laquelle la France n'est pas en retard, c'est la strate de la recherche qui se passe après la fabrication. Oui, tous ces chercheurs qui partent travailler à l'étranger. Mais c'est ça, on n'arrive pas à en profiter. Les chercheurs partent à travailler à l'étranger, happés par les big tech. Tous les grands pousses de l'IA dans le monde sont des Français. Mais effectivement, alors voilà, dont certainement la personne que j'ai rencontrée qui est la plus connectée, la plus au fait, la plus surfant sur la vague IA, qui est Yann Lequin, qui est un Français. Certes, est allé aux États-Unis pour faire ses recherches, qui a fondé plus tard le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Mais c'est l'un parmi ces nombreux exemples de Français, de Françaises qui portent haut le pavillon français et européens en matière de recherche, mais qui sont pas suivis par le développement économique, en particulier. Et d'ailleurs, en hommage à la chemise de Cyril, il y avait également... Que nos auditeurs ne voient pas, ils ratent quelque chose. Voilà. On devrait faire de la vidéo. Mais effectivement, Luc Julia qu'on avait reçu, le papa de Cyril, qui du coup est parti de l'autre côté. Quoi. Oui, Luc Julia. Oui, si on avait... ça pourrait être un exercice pratique, trouver le bon prompt qui va... quand on le donne à DALL-E, afficher la fameuse chemise de Cyril. Ça, c'est un exercice intéressant pour les... de Luc. On y reviendra. Mais alors, comment la France peut tirer parti de tous ces cerveaux? Comment on peut en tirer un parti, effectivement, économique, comme tu allais nous en parler? En premier, en jouant l'équipe avec l'Europe. Sachant que il y a des compétences remarquables en recherche en France, encore plus remarquables quand on regarde à l'échelle de l'Europe entière. Et d'ailleurs, c'était sans surprise, une des recommandations de mon rapport, se lancer sur la mise en réseau et le développement d'un tout un système d'intelligence artificielle à l'européenne avec des échanges de profs, des échanges d'étudiants, etc., etc. Et puis, en profitant directement d'un marché de 500 millions de personnes plutôt qu'un marché de 50 millions quand on lance à l'échelle de la France. Du marché, il y a juste l'échelle française est juste trop petite, l'échelle européenne. Mais il y a pas de mystère d'ailleurs. Pourquoi les libéraux aiment l'Europe? C'est parce que c'est la possibilité d'un très grand marché à la taille de compétitive par rapport à ce qui se fait dans le monde par ailleurs. En deuxième, il y a un sujet de confiance et de culture par rapport à nos chefs d'entreprise et nos projets. Quand est-ce qu'ils trouveront l'énergie, la volonté, la patience pour nouer les relations avec les équipes de recherche qu'on peut avoir, soit à INRIA, soit au Max Planck Institute, soit à l'ETH, à Zurich, etc., plutôt que d'aller décrocher le téléphone pour Google, pour IBM, pour Facebook, et ainsi de suite. Bon, Big Tech qui, d'abord, ont des moyens phénoménaux pour attirer les cerveaux, mais ensuite ont un génie de la promotion, et je dis vraiment du génie, qui fait une différence considérable, et pas seulement sur l'IA, sur le suget tech en général, le savoir-faire. Oui, mais le savoir-faire du marketing, il est là depuis au moins 70 ans, dès l'après la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, Cédric, au moment de la sortie de ton rapport, tu étais favorable à inscrire dans la loi la préférence patriotique aux solutions françaises et européennes pour la commande publique. Est-ce que le rôle d'exemplarité ne commence pas par là, par la commande publique? Qu'en est-il aujourd'hui? Et toi qui as été dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as pu observer? Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est effectivement ça, c'est l'analogue de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été majeur dans le redressement de l'Amérique après la grande dépression de la fin des années 20, c'est le Buy American Act, qui dit, voilà, la commande, quand il y a une commande publique à réaliser, on doit donner une préférence aux solutions américaines. Alors,
en vrai, si c'est une question de loi, c'est aussi et peut-être surtout une question de volonté. D'abord, s'il n'y a pas la volonté, on peut jamais traduire l'intention en loi. Mais ensuite, les mécanismes existent aujourd'hui dans le corpus législatif et réglementaire européen. Si on veut l'appliquer, on peut, en disant pour telle et telle question de préférence, on va donner de souveraineté nationale ou continentale, on va donner préférence à telle solution, même si le prix est un peu plus élevé ou les délais sont nettement plus importants que telle solution qui est proposée par l'Amérique. Donc mais on peut le faire, mais j'entends qu'aujourd'hui on ne le veut pas, c'est ça ce que c'est du courage politique derrière. Il faut assumer le fait que de prendre telle et telle solution, etc. Ouais, mais est-ce qu'on y aurait intérêt? Moi, je me rappelle, on a reçu Asma Mala qui nous disait il faut surtout pas faire ça parce que sinon ça va être la double peine, c'est-à-dire les entreprises françaises traditionnelles, pas de la tech, ne vont elles pas bénéficier des meilleures innovations technologiques et donc vont perdre en effectivement compétitivité parce qu'elles n'auront pas les mêmes solutions que celles qui sont les meilleures. Et dans un autre registre, Cédric O, c'est du cas par cas. C'est ça. C'est du cas par cas. Ce que décrit Asma Mala est évidemment l'écueil majeur vers lequel on se dirigera si la loi est appliquée de façon trop ferme. Moi, je vous dis très bien l'écueil qui consiste à avoir la démarche inverse, à ne jamais appliquer cette préférence, c'est que systématiquement, ce sont les entreprises américaines qui, contrat après contrat, se rôdent, font des produits de plus en plus acérés, de plus en plus compétitifs. Et nos entreprises qui disent écoutez, on n'a pas de contrat, on est à la traîne, ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On met la clé sous la porte et nos ingénieurs vont se recaser chez les concurrents et continueront à avoir les bons contrats. De la même façon que, je sais pas, je vais prendre une métaphore sportive. Si tu alignes toujours des valeurs sûres dans tes équipes sans jamais donner la chance à quelqu'un, un jeune qui est un peu moins aguerri mais qui a besoin de progresser, s'il va jamais se frotter à la compétition, il va juste pas progresser. Visier va se tarir. C'est effectivement le point. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut essayer d'ouvrir aussi nos horizons et pas y aller de manière un peu brute et systématique. Au fait, c'est le côté un peu systématique. On va vers les big tech sans essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on y va et vers quoi on y va. C'est ça? Et puis de toute façon, il faut prendre en compte la palette. On parle de tech, mais en vrai, c'est quand on parle d'IA, c'est une question de tech, mais aussi une question économique, une question de communication, une question politique. C'est très politique à la fin. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple la question des données de santé. Oui. Peut-être on touche à ce qui est le plus politique et le plus sensible. Bien sûr. Il y a quelque temps, la plateforme nationale de données de santé, le Health Data Hub, comme tout le monde l'appelle en France, se dit voilà. J'ai une mission urgente à lancer, je dois être opérationnel en quelques années. Je lance mon appel d'offres pour une solution de stockage, d'accès aux données, etc. Et je vois bien qu'il n'y a aucun produit européen qui est à niveau. Je veux quand même me débrouiller pour le faire dans les temps, pour que le Data Hub ait les bonnes... et justement, qu'il y ait une plateforme qui soit bien à niveau. Donc, je vais aller chercher chez Microsoft. Ça a été un scandale. Ça a été un scandale et ça a jeté de l'ombre sur le projet. Ça a fait perdre un temps juste gigantesque et ça a refroidi le pouvoir public qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'a toujours pas donné aux équipes de recherche qui exploitent ces données la capacité de le faire. Ils ont gardé les pouvoirs de décision d'accès à la CNIL avec des procédures qui sont obsolète, on va dire le mot tel qu'elle est, de sorte que le temps moyen d'accès aux données quand tu candidates à cette plateforme nationale de données de santé, quand tu es une équipe de recherche, c'est, d'après ce que j'ai entendu le mois dernier, c'est aujourd'hui quelque chose comme 7 à 8 mois. Ta startup a le temps de faire faillite avant que tu aies même commencé à pouvoir le on a le temps d'avoir une nouvelle pandémie avant même qu'on puisse interroger les données pour l'éviter, quoi. Oui, alors sur cet exemple-là, tu vois que combien ça a été pour avoir cherché justement à trouver le bon compromis pour avoir tout de suite le produit utilisable rapidement. Tu vois comme la punition était là, collective d'ailleurs. Certains collègues médecins disent carrément ils mettent les pieds dans le plat en disant il y a des gens qui meurent à cause de des morts qui auraient pu être évitées s'il n'y avait pas eu ce déferlement. Et tu as des gens qui te disent mais de toute façon il faut pas surtout pas utiliser une plateforme américaine parce que avec le Cloud Act, avec le Terrorism Act, les Américains pourraient utiliser telle et telle disposition de loi pour espionner pas mal d'opposants farouches à ça, effectivement. Oui, alors à quoi je répondrais? Premièrement, ça fait partie de les très grandes boîtes, les
les Facebook, Apple, en tout cas les Apple, les Microsoft ont fait une partie de leur réputation sur le fait que leurs données, ils ne les communiquent jamais. Souvenez-vous du moment où, je crois, c'était Apple est allé en procès pour ne pas avoir à confier les données du smartphone d'un terroriste. Hein. Mais parce que vraiment, ça faisait partie d'un point d'honneur qu'ils mettaient à garder leur confidentialité. Et en deuxième, l'expérience avec le gouvernement américain sur certaines affaires que j'ai pu voir de près dans le monde politique, en particulier l'affaire Assange, montre qu'il s'assoit complètement et radicalement sur toutes les règles et toutes les lois quand ça les arrange. Bah oui. C'est juste la loi du plus fort qui parle quand c'est la souveraineté américaine qui est là. Donc c'est pas, pour moi, l'argument légal sur ce sujet, il est faux. On se met des œillères pour rien et en attendant, on laisse pas se développer le projet de la plateforme nationale de données de santé. Si on peut deuxième exemple. Oui, vas-y, je t'en prie. Deuxième exemple que je vais dire vite fait, qui est pas chez nous mais qui est en Allemagne. Encore sur la question des données de santé, quand c'est le débat pour faire les applications Stop Covid ou tous anti-Covid ou qui sait quoi, applications en basse détection, Bluetooth pour aider à détecter la propagation de l'épidémie. Après coup, on s'est rendu compte que ça servait guère, mais à l'époque, c'était un débat légitime au moment où on discutait de comment le faire. La position de la France, c'était il nous faut une appli européenne. Et petit à petit, le nombre de pays qui étaient sur cette position a diminué. Chaque pays disait finalement, on va laisser faire Google et Apple. Ils savent faire, ils ont le iOS, ils ont Android, etc., etc. Et puis à la fin, il restait plus que la France et l'Allemagne, les deux seuls pays qui disaient on va au moins développer une solution entre nous. Puis un jour, paf, l'Allemagne change complètement de position. D'un coup, oui, mais non, mais oui, mais non, et finalement laisse tomber la France et la laisse toute seule développer sa propre solution, malgré la doctrine, malgré les promesses solennelles qui avaient été faites. En particulier quand l'Allemagne se rend compte que vis-à-vis de l'opinion publique, ça va pas le faire. Le concept d'une plateforme qui contient des données sensibles comme la contamination Covid et qui est gérée par l'État. Mais merci Cédric pour tous ces éléments. C'est maintenant l'heure de la tech entre les lignes de Louis de Diasbach. La tech entre les lignes. Alors Louis, dans ce nouvel épisode de la tech entre les lignes, tu vas évoquer un thème qui nous est cher, celui de l'anthropomorphisme et de notre rapport aux robots. Et pour ce faire, tu mets en avant un papier d'un de nos précédents prestigieux invités. Alors, pas seulement, mais oui. À la glaciale exactitude des mathématiques de Cédric Villani, je voulais opposer la chaleur de la relation. L'anthropomorphisme, enjeu de performance pour les chatbots, est un article de 2022 dont Serge Tisseron, que l'on salue, est un des auteurs. Mais il n'est pas seul, car il y a également 4 autres co-auteurs, co-autrices, dont certains qui travaillent directement pour des entreprises privées. Il ne s'agit donc pas d'un article écrit uniquement par des universitaires. C'est un article moins sérieux, ça donne moins de crédit à ces articles ? Je pense que ce serait mal connaître Serge Tisseron. Mais il est vrai que l'article pose la question de la performance des chatbots avec, à terme, la question de la performance pour les entreprises. Et pour être honnête, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Ah cool, un peu de fraîcheur. Bon alors, mais il parle de quoi ce papier du coup ? Eh bien, l'article pose la question de l'ampleur de l'anthropomorphisme des utilisateurs de chatbots. Et ils se sont penchés sur plus de 1000 utilisateurs, ce qui en fait une des premières études avec un échantillon aussi important. Ce qu'ils découvrent est super intéressant. Oui, il y a bien anthropomorphisme, c'est-à-dire pour rappel, le fait qu'on projette des caractéristiques humaines sur une machine, sur un animal, sur un robot, etc. Mais ce n'est pas aussi inconscient ou démesuré que ce qu'on pourrait penser. En d'autres termes, si on imagine bien des traits humains comme une voix, un genre, un âge, ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme perceptuel, on ne va pas aussi loin que pour prêter au chatbot des intentions, des états cognitifs ou émotionnels humains, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme intentionnel, et on va encore moins identifier les robots comme étant nos comparses humanoïdes, ce que les auteurs appellent l'identification projective. Identification projective. Effectivement, ça me rappelle les souvenirs de notre échange avec Serge Tisseron. Mais alors, qu'est-ce que ça dit ? Quel est notre rapport au robot ? Ce que l'article révèle, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas dupes. Et dans notre interaction avec un robot, nous n'oublions pratiquement jamais qu'il s'agit bien d'une machine et non d'une personne réelle. Les scénarios un peu dystopiques comme dans Her, par exemple, un humain tombe amoureux d'un agent conversationnel, sont encore vraiment très loin de la réalité. Néanmoins, et j'ai bien aimé cette partie plus business de l'article, on peut se demander comment configurer les chatbots pour que les utilisateurs / les clients soient les plus satisfaits possibles. Et c'est là que l'intuition des chercheurs est géniale. En suivant des règles plus éthiques, plus strictes, et en mettant le chatbot en position d'assistant conçu pour être au service des usagers, en fait, on en améliore la performance.
canon, ça a l'air trop bien cette histoire, mais je sais pas, pourquoi je te sens un petit peu sceptique comme ça? Parce que, et c'est bien malheureux d'ailleurs, mais cet article date de 2022, et que depuis, le 30 novembre 2022, on a vécu une petite révolution qui s'appelle ChatGPT et l'explosion des Large Language Models. On sent à la lecture de l'article que certains arguments avancés semblent presque déjà dépassés face au chatbot d'OpenAI, comme par exemple le fait que peu de gens voient un chatbot comme un ami ou un partenaire romantique et que c'est vraiment le côté assistant qui est mis en avant. Alors qu'en fait, depuis, on sait qu'il y a des lovebots et des deadbots qui viennent durement contredire cela, et une échelle déjà bien plus grande qu'en 2022. Donc je ne peux pas m'empêcher de me demander si on continuerait à ne pas être dupe et qu'on parviendrait à éviter toute identification projective, pour reprendre leur terme, avec cette nouvelle version des chatbots. L'article est donc passionnant, mais pourrait déjà mériter une actualisation. Ou alors, en fait, on peut réinviter Serge Tisseron dans Trench Tech. Ça aussi, ce serait sûrement passionnant. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Louis pour cette chronique et on vous renvoie, chers auditeurs auditrices, aux épisodes de Serge Tisseron et pourquoi pas de Laurence de Villers également pour aller comparer les points de vue pour nourrir votre esprit critique. Cédric, revenons-en à notre sujet. En matière de discours politique, on n'entend pas souvent parler des enjeux sociétaux charriés par le progrès technologique. Nos élus, ils savent bien vanter les succès de la French Tech et leur moindre rencontre avec Elon Musk, cette rockstar, comme ils le feraient avec un chef d'État. Oh là là. Pardon, je n'ai pas. Oui, mais je sais que c'est un nom qui ne passe pas, il y a un filtre Villani sur Elon Musk. Non, je n'ai pas compris. Et pendant ce temps, pourtant, on en parle depuis tout à l'heure, ChatGPT alimente le buzz médiatique depuis des mois, laissant le grand public seul face à sa compréhension et à son adoption des IA. Alors ok, il y a les retraites, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, plein de sujets, peut-être qu'il n'y a plus de place à l'agenda politique, mais ce qui ne fait pas débat public peut-il vraiment faire l'objet d'une prise de conscience individuelle et collective en tant que projet de société ? Évidemment, je parle là des IA. Nous l'avons déjà vécu avec le réchauffement climatique, justement, qui est arrivé bien trop tard à l'agenda du débat public. Alors, comment faut-il mettre ou remettre l'IA au cœur du projet politique, Cédric Villani ? Moi, j'aimerais bien renverser la question, c'est mettre le projet politique au cœur de l'IA. Ah, mais on va traiter les deux. Voilà. Parce que l'IA, c'est de la technologie. Tout à l'heure, on parlait des perroquets stochastiques. J'aime bien. Alors, ce sont des perroquets ultra érudits avec des grandes puissances, une grande voix, un processeur qui est extrêmement poussé, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça qui fait un projet politique et c'est pas non plus quelque chose que j'ai envie de mettre au cœur d'un projet politique. Il y a eu une époque où on pouvait dire projet politique, ça va être de donner davantage de moyens de se chauffer, plus d'énergie pour se chauffer aux personnes qui ont froid, plus de nourriture aux personnes qui ont faim, etc. Mais aujourd'hui, la société sait produire suffisamment de richesses, suffisamment de biens, suffisamment de nourriture, suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins vitaux. On a même trop. Et on a une grande partie qui est gaspillée, où on a des habitudes de consommation qui sont complètement déséquilibré, par exemple beaucoup trop de viande, pour ce qui est de la société occidentale, du moins. Plein de chauffage inutile, la société qui peut se permettre de réfléchir justement aux enjeux occidentale, de l'IA. Absolument. Il y a une partie du monde qui peut même pas c'est du superflu. Maintenant, mais j'ai pas envie de considérer, je considère pas l'IA comme faisant partie des besoins vitaux, ceux qui vont nous aider à vivre, ceux dont on a besoin pour être heureux. Certes, il y a un projet qui est l'amélioration des connaissances, l'amélioration de la qualité d'éducation, d'école, d'accès à l'information, etc. Mais c'est pas l'IA qui va améliorer de façon significative notre système éducatif. Ça peut aider, mais c'est pas de là que viendra la solution. Et de la même façon, c'est pas l'IA qui va résoudre nos grands problèmes. C'est pas l'IA qui va résoudre le problème du changement climatique. C'est pas l'IA qui va faire la transition agricole et tout ça. Dans tous ces problèmes, l'IA peut aider, mais s'il n'y a pas la volonté politique, les moyens économiques, la force de travail qui est donnée, etc. Enfin, des choses dures qui n'ont pas à voir avec l'IA, les choses ne se font juste pas. Tu nous mets quand même deux coups de canif sur nos compréhensions de l'IA, sur les LLM qui sont pas faits pour être justes. Et deuxième point, c'est l'IA ne résoudra pas nos problèmes. Donc tout ce qui est technosolutionnisme, pour toi, tu n'y crois pas des masses. C'est intéressant. Ah bah, dans le temps, j'avais rédigé un article pour Uzbek Erika qui s'appelle, le titre c'était de la science, on n'en a jamais assez, mais préservez-nous du technosolutionnisme.
Et j'ajoutais une petite récupération d'une de mes citations préférées d'Henri Poincaré. Henri Poincaré disait « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui nous éloignent l'une et l'autre de la vérité. » Oui, qui ressemble un peu à Hannah Arendt. Et moi, j'ai ajouté et une très belle autrice qu'on aime beaucoup aussi, bien sûr. Et moi, je le convertissais en croire que tout est perdu, croire que la technologie va nous sauver sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent d'agir. Et le technosolutionnisme, c'est vraiment ça. C'est l'IA va résoudre nos problèmes. Pas la peine de changer vos habitudes de consommation, l'IA va nous résoudre le problème. C'est un argument commercial bien pratique. Mais alors comment on remet le politique au cœur de l'IA? Alors à ce moment-là, je twiste la question, puisque c'était la deuxième partie, effectivement. Oui. Alors, en disant aux politiques, aux organisations, à tous les projets qui veulent utiliser l'IA, en disant c'est bien, c'est légitime d'utiliser de l'IA, allez-y, essayez, et en particulier, vous n'allez pas laisser ces outils intéressants aux seuls adversaires, ça serait une trop belle aubaine pour eux. Utilisez ces outils, mais soyez sans illusion sur leur impact. Il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres qui peuvent pas. C'est votre boulot de définir, de bien voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent pas faire. Et puis, mettez-les au service de votre projet politique. Que l'outil d'IA, il vienne dans vos convictions que vous avez bien acquises. Genre, si vous avez bien identifié qu'une transition agricole, il y a 1 ou 2 ans, le gouvernement essaie de nous faire croire que l'agriculture du 21e siècle, c'était une révolution basée sur l'IA, la robotique et l'édition génomique. Bon. Alors là, on rigole un grand coup d'abord. Ensuite, on dit, écoutez, voilà. Ensuite, écoutez, je croyais que si on écoute les gens de l'IPBES qui s'occupent de la biodiversité dans le monde, ou si on écoute les gens de Biomnistoire naturel, ou si on écoute tous les plans comme ceux de l'IDRI sur la transition agricole, on croyait naïvement que la transition agricole, c'était avant tout sortir des pesticides, sortir des engrais à base de fossiles, sortir du tout viande et revaloriser l'agriculteur, l'agricultrice. Bon, ces 4 fondamentaux là, en vrai, c'est la base de n'importe quel plan sérieux de transition écolo de l'agriculture. Donc, une fois que vous avez identifié ça, certes, vous avez le droit d'utiliser l'IA, à condition de les mettre au service de ces objectifs. Genre, quelle va être la bonne campagne de pub utilisant de l'IA pour aider à faire passer tel message? Ou comment est-ce que je vais utiliser l'IA pour rédiger au plus vite ma demande de subvention? On lui dit passer une journée à remplir le document, peut-être je vais y passer juste d'1 heure, parce que l'IA m'aura aidé à remplir la demande de subvention qui me permettra d'accomplir ces objectifs que j'ai en tête. C'est du bon usage de l'IA pour générer des externalités, on va dire, positives. Mais au sens politique du terme, est-ce que pourquoi il n'y a pas plus de prise de parole politique? Pourquoi il n'y a pas plus de débat, de dialogue politique? Pourquoi nos politiques ne nous parlent pas d'IA et de ces progrès technologiques, comme je le rappelais dans l'introduction de cette séquence? Bon, alors d'abord, on peut dire à l'heure des charges, il y a déjà tellement de monde qui parle d'IA que ils se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'en rajouter une couche. Mais si c'est un projet politique, c'est quand même forcément quand même. Alors, moi j'ai un exemple peut-être pour illustrer ça. De mémoire, le seul politique qui avait mis l'IA au cœur d'un programme, c'était Benoît Hamon. Où pendant les élections présidentielles de 2017, il avait proposé la mise en place d'un revenu universel, on s'en souvient, mais je me rappelle très bien l'avoir vu à une interview où il expliquait que l'IA allait travailler pour nous, créer de la valeur pour nous, et que du coup on aurait moins besoin de travailler, et donc qu'il faudrait instaurer un revenu universel. Il le proposait dès 2017. Là pour le coup, il plaçait l'IA au cœur du projet politique, et le politique au cœur de l'IA aussi. Comment tu vois cette proposition? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour aller dans le bon sens avec l'IA en tant que projet politique? D'abord, c'était bien qu'il y ait du débat d'idées, et le fait qu'il y ait ces idées, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'elles soient mises sur la table, c'était une bonne chose. D'expérience et pour avoir mené plusieurs campagnes, je sais combien il est difficile dans le brouhaha médiatique d'arriver à mettre sur pied une idée qui soit pas trop déformée. Et encore, d'ailleurs, le collègue Hamon avait eu le plus grand mal à expliquer ce que c'était techniquement que le revenu universel, avait donné plusieurs versions, ce qui fait qu'après, la situation était un peu confuse. Sur le point du revenu universel en tant que tel, je pense que c'était à coup sûr prématuré de le lier directement à l'IA,
parce que on ne sait pas encore quels sont les métiers que l'IA va vraiment affecter. Toutes les études là-dessus qui paraissent signées par tel ou tel cabinet de conseil, elles sont au pire bidonnées et au mieux juste du grand doigt mouillé. Mais ensuite, le revenu universel, c'est quelque chose, c'est un projet politique fort intéressant, projet politique qu'il faut regarder avec grande prudence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir tout de suite, et en particulier, je suis favorable aux expérimentations rapides, mais il faut faire attention parce que c'est un projet sur lequel il y a un narratif de gauche et un narratif de droite. Très différents, mais si le même outil se retrouve porté par des camps politiques opposés, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Dans le narratif de gauche, revenu universel, c'est ce qui te donne de la confiance et un rapport de force par rapport à l'employeur, qui est une sécurité qui te permet de pas être à la merci de tel ou tel contrat social dévoyé ou trop dur pour toi. Dans le narratif de droite, ou dans le narratif libéral, on va dire ça comme ça, le revenu universel, c'est ce qui permet aux entreprises de se donner bonne conscience et de licencier à tout va, en se disant que de toute façon, il y a plein de gens ceux qui sont sur le bord de la route, il y a cette exploitation politique derrière pour les aider. Mais justement, puisqu'on parle de narratif, et ça sera la dernière question, Cédric, j'en reviens quand même à ce point crucial. Vouloir remettre de la politique au sein de l'IA, c'est, selon moi du moins, prendre la parole en tant que politique sur ces sujets-là pour les placer dans l'esprit des citoyens comme un enjeu de société à court et à long terme, et ne pas attendre des décennies comme on a pu le faire pour le réchauffement climatique. La comparaison est peut-être triviale, mais pourquoi ne le fait-on pas et que faut-il faire pour y arriver? En premier, oui, il faut en parler, il faut se former pour ça, et le monde politique est un monde dans lequel ton cerveau est tellement plein de toutes sortes d'échéances et d'urgences que c'est très dur de trouver du temps pour ça. Pour le coup, la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que l'IA a été identifiée comme un sujet sur lequel les politiques doivent se former. Je l'ai vu très clairement, puisque j'ai reçu pas moins de 4 demandes venant de partis politiques différents pour venir faire des exposés ou des cours à la bonne heure. Dans des écoles ou dans des formations. Bon. Et c'est un enjeu, ça aurait pu être fait plus tôt, certes. ChatGPT a boosté et accéléré la prise de conscience, mais on aurait pu dire la même chose après le scandale de Cambridge Analytica. On aurait pu dire la même chose après l'élection de Barack Obama, où on parlait pas encore d'IA, mais la façon dont le numérique et la communication, Big Data, a été exploité de façon extrêmement forte pour l'élection d'Obama. On aurait pu le dire après la façon dont aujourd'hui, ou dans certaines campagnes aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, vous voyez dans la façon dont ça fonctionne dans les campagnes d'idées, comme dans l'excellent bouquin de David Chavalarias, Toxic Data, et la façon dont, par exemple, il y a des narratifs climato-sceptiques qui gagnent du terrain aujourd'hui sur la toile et qui convertissent de plus en plus de gens à l'idée que c'est peut-être pas complètement d'origine humaine, ou que après tout les solutions proposées par tel et tel écolo sont pas les bonnes, etc., etc. Où il y a il y a des algorithmes extrêmement puissants qui sont là et qui agissent pour promouvoir les intérêts de certains grands acteurs ou de certaines idées délétères. Donc c'est à prendre pour le politique comme un cheval de bataille, mais on a pris du retard déjà. Tâchons de ne pas en prendre autant qu'on en a pris par le passé sur les autres sujets et grands enjeux de société. On va devoir s'arrêter là, Cédric. Ouais, juste un mot, parce que tout à l'heure, tu me demandais l'impact écologique sur l'intelligence artificielle et l'écologie. Alors, si on regarde l'IA d'abord, ça peut s'inviter sur plein de sujets en écologie. Ça peut aider l'exploitation agricole, ça peut aider l'optimisation, je sais pas moi, des éoliennes dans un champ d'éoliennes, ou l'économie d'énergie pour ci, ça, plein de choses. Cependant, pour l'instant, le bilan global, si je peux dire, est clairement négatif du fait que, premièrement, ça sert aussi les intérêts des adversaires, de ceux qui cherchent de nouveaux champs de pétrole, ceux qui cherchent à te refourguer leur dernier SUV, etc., etc. Et deuxièmement, l'IA en tant que telle est très consommatrice d'énergie, de ressources, de données, etc. Maintenant, ça n'empêche qu'il faille utiliser aussi l'IA autant que possible pour servir les intérêts des entreprises écologiques, des projets, des ONG, tout ce que tu veux. Que ça fasse partie de la boîte à outils qui permettra l'affrontement dans la bataille culturelle. C'est l'un des piliers de l'association que j'ai fondée tout récemment avec un activiste indien et un autre activiste colombien qui s'appelle Green Spider, avec l'idée de tisser
toile verte qui permettra d'aider, d'accompagner, donner plus de capacité, plus de puissance aux projets écolos à travers le monde, aussi en leur fournissant des outils, en leur fournissant des connexions, en leur permettant de s'affranchir de certaines barrières. C'est ce qu'on retiendra, c'est donc un outil dans la boîte à outils, tout comme cet épisode est un outil dans notre grande boîte à outils pour exercer votre esprit critique. Et on te remercie, Cédric, de nous avoir alimentés. Et pour te remercier, j'espère ne pas être maladroit en citant une pensée de Pascal que tu affectionnes, je crois. Nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que courir est au cheval. C'est ce que l'on essaie d'entretenir avec Trench Tech et avec cet épisode en particulier. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Merci. À très bientôt. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, toi aussi t'as kiffé ce regard anachronique mais encore furieusement d'actualité avec ce remix. Alors merci de l'avoir écouté et souviens-toi qu'il y en a plein d'autres à déguster tout au long de l'été. Et avant la rentrée, n'oublie pas de nous dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux. Bonne écoute, bon été et bonnes vacances. Critique pour Tech Éthique.